Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire comprendre qu'elle n'est pas exhaustive. Il existe à peu près autant de camouflage qu'il y a de chars, mais je tenais quand même à expliquer comment, généralement, les soviétiques voyaient le camouflage et comment il était utilisé. Il serait incroyablement complexe de détailler tous les camouflages en service et leur histoire. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette introduction au camouflage soviétique, aussi connu sous l'appellation littérale de maskirovka. Dans l'imaginaire collectif, un char soviétique est un char vert. Si cela n'est pas forcément faux, il ne faut pas non plus oublier les tentatives assez tardives et souvent infructueuses de l'URSS de passer d'une arme blindée moins fixée sur l'identification que sur la dissimulation. Avant de s'attarder sur les marquages et autres camouflages, il convient de rappeler, sans rentrer dans les détails, l'histoire du vert soviétique. Au milieu des années 20, lors du début de la production de chars purement soviétiques, la question de l'uniformisation des camouflages se posa. Effectivement, avant cette date, ces derniers étaient faits de manière plus ou moins aléatoire, tant qu'ils arboraient les emblèmes soviétiques. Il est alors conçu une peinture verte du nom simple de protecteur, qui sera utilisée jusqu'au début des années 30. Le vert protecteur sera remplacé par une peinture plus sombre du nom de 3B, qui sera scindée en deux nuances différentes, en fonction de la surface sur laquelle elle est appliquée, que ce soit un avion ou un char. Pour des raisons de détectabilité, les soviétiques développèrent entre 1937 et 1938 un nouveau pigment reprenant le vert protecteur, du nom de 4B. Là encore, cette peinture connaîtra plusieurs déclinaisons. Tout d'abord dans la conception. Là où le 4BO utilisait de l'huile d'olive, le 4BG utilisait du vernis glycérophthalique, doté de propriétés plus intéressantes que l'huile d'olive, mais aussi plus complexes à produire. C'est ainsi que sera accepté le 4BO en service, là encore en plusieurs teintes assez différentes, le dosage étant tellement précis qu'il semblait peu probable d'obtenir partout le même résultat. Au final, il est facile sur le papier de différencier toutes ces peintures, mais il l'est moins dans les faits compte tenu des aléas de la réalité. D'autant plus que, là encore, il existe des 4BO différents en fonction de la surface à peindre. Le vert soviétique étant désormais mieux compris, il convient de revenir à nos marquages. Durant la guerre civile et l'officialisation des forces blindées de l'armée rouge, les chars de la RKK n'étaient au mieux décorés que d'une étoile rouge avec le premier emblème de l'armée rouge, le marteau et la charrue. En 1925, après la victoire et la création de l'URSS, un système plus strict de marquage tactique fut développé. Ce système coïncidait avec l'apparition d'une plus grande organisation des forces blindées, alors découpées en pelotons, en compagnies et en bataillons. Ce système visait à afficher ces trois informations à même le char, à l'aide d'un triangle représentant le bataillon, le cercle la compagnie, le carré le peloton, et le chiffre le numéro du véhicule au sein du peloton. Les forces blindées étant bien organisées, un code couleur était attribué en fonction de la position du véhicule. Ainsi, le troisième véhicule du troisième peloton de la deuxième compagnie du premier bataillon ressemblera à peu près à ça. Il faut aussi noter que les véhicules de commandement étaient généralement seulement peints avec un triangle. En 1929, un système plus simple faisant moins appel à des formes géométriques fut approuvé en même temps qu'une réorganisation des forces blindées. Cette fois-ci, le bataillon était représenté par un cercle de 3 couleurs possibles, à l'intérieur duquel se trouvait le numéro de la compagnie en haut et du peloton en bas. La place du char dans le peloton était cette fois inscrite à côté, et non plus à l'intérieur. Ainsi, le deuxième char du premier peloton de la troisième compagnie du troisième bataillon ressemblerait à ça. En 1932, les chars plus colorés firent leur grand retour. Le bataillon du véhicule était indiqué par une bande pleine, la compagnie par des pointillés. Vous l'aurez sûrement deviné, le carré de différentes couleurs correspond au peloton, et le numéro, je n'ai pas besoin de l'expliquer. De plus, l'étoile rouge était de vigueur en tant que signe d'identification universelle. C'est ce système qui sera souvent repris dans la culture populaire et que vous avez sûrement déjà vu, contrairement au précédent. Ayant effectivement été utilisé jusqu'en 1938, il a été aperçu sur un grand nombre de véhicules iconiques de l'armée rouge. Évidemment, ces systèmes n'engagent que ceux qui veulent bien les suivre, et il n'est pas rare de tomber sur des images de chars ayant des marquages moins conventionnels. Durant la guerre, ces systèmes seront abandonnés en faveur de systèmes plus pertinents et simples à comprendre dans le feu de l'action. Ainsi se généraliseront les numéros tactiques peints de tous les côtés de la tourelle, ainsi que, plus rarement, l'étoile rouge. Si imposer une unification des marquages était quasiment impossible dans un pays comptant autant d'unités et de chars, un système apparut quelques jours après le déclenchement de la guerre de marquage de toit. Chaque jour, pendant 2 semaines, une nouvelle forme devait être peinte sur le toit des chars pour que l'aviation, aussi au courant des changements, puisse aisément repérer les forces alliées. Ce type de système fut conservé tout au long de la guerre, à plus basse échelle.
Le système de forme géométrique fit lui aussi son retour au cours de la guerre. De losange au cercle, en passant par les carrés, certaines unités reçurent elles aussi le principe de marquage en fractions, la lettre ou le chiffre supérieur représentant la brigade et le chiffre inférieur représentant le char. Si ce système restait le plus courant, il n'empêcha pas l'apparition à plus bas niveau de marquages plus créatifs. Par exemple, le 4e corps mécanisé de la garde se démarquait par l'utilisation d'un animal différent par brigade, comme un éléphant ou un ours. En parlant de représentation de chars, arrêtons-nous un instant sur les noms peints sur les chars. Contrairement à ce que l'on peut penser, ces noms n'étaient la plupart du temps pas donnés par ces équipages, mais par les commandants des brigades et plus haut gradés. Cependant, de nombreuses colonnes de chars, généralement financées par un groupe de personnes, peuvent porter le nom du groupe de donateurs. On retrouve beaucoup de chars portant le nom de kolkhoz d'une région ou de personnages historiques tels que Kutuzov ou Suvorov. La colonne David Sassounski, nommée après un héros arménien, résulte de la collecte de fonds de diaspora arménienne autour du monde. Retenez donc grossièrement que si vous vouliez votre propre slogan sur le char, vous deviez payer ou être bien placé. Mais venons-en au fait, les camouflages. Comme nous en avons précédemment parlé, les premiers camouflages remontent à la guerre civile et à la formation des forces blindées soviétiques, et sont le résultat du travail d'un homme, un grand artiste russe, Alexandre Rodchenko. Il est le créateur d'un camouflage bicolore très reconnaissable, faisant appel à des couches de vert clair sur du vert plus sombre. Malgré tout, ce camouflage ne sera qu'une goutte d'eau dans l'armée rouge, dont le camouflage principal restait le vert protecteur. Le travail sur les camouflages fut alors très anecdotique, les essais de vrais motifs ne débutant qu'à la fin des années 30. Effectivement, avant cette période, la doctrine soviétique reposait principalement sur une guerre de mouvement, où les chars joueraient un rôle proactif. Dans ce contexte, on peut facilement comprendre que l'emphase soit plus mise sur l'identification que sur la dissimulation. Le spectre de la guerre planant sur l'Europe, les soviétiques n'eurent d'autre choix que de se rendre compte que, si guerre il y avait, des batailles défensives ils livreraient. C'est ainsi qu'eurent lieu à l'été 1939 des essais comparatifs, entre un camouflage bicolore à grandes taches, un à petites taches et le vert protecteur. Ce camouflage bicolore reprenant un motif déjà utilisé au milieu des années 30, la version à grandes taches sera jugée plus efficace que les autres. Il avait aussi été jugé possible d'appliquer 1 à 2 couleurs supplémentaires sur cette base bicolore, verte-brune, en fonction des zones où étaient les chars. L'URSS était, vous le savez, découpé en plusieurs districts militaires, avec chacun ses propres effectifs. 4 groupes furent créés en fonction, par exemple, de la luminosité de la zone. Ainsi, à chaque groupe, donc à chaque district militaire, était attribué un camouflage particulier, dont voici les spécifications. Le groupe 1 devait utiliser le 4BO, du brun foncé, une couleur sable clair et du brun jaune. Le groupe 2 devait utiliser le vert et du brun jaune avec un motif en vague. Le groupe 3 devait utiliser la couleur brune et sable clair, et le groupe 4 recevait quant à lui le 4BO avec du brun foncé. Évidemment, là encore, il y avait tout un monde entre la théorie et la pratique. Dans les faits, la production soviétique de peinture était bien loin de pouvoir fournir toutes les nuances nécessaires. Effectivement, il n'y avait que 3 couleurs en production. Le 4BO, dont nous avons déjà parlé, le 6K brun foncé et le 7K sablé. Pour la petite anecdote, le 7K venait à peine d'être inventé. C'est avec ces 3 couleurs que se formeront les futurs camouflages soviétiques. Mais avant d'en parler, voilà que l'hiver 1940 arrive. Durant cette période, les consignes de camouflage étaient on ne peut plus claires. Les véhicules devaient être blancs unicolores ou bien blancs avec quelques taches. Les soviétiques n'ayant pas de peinture blanche, il fallut peindre les véhicules avec du chaud, qui n'était enlevé qu'au printemps. L'armée rouge étant alors en pleine phase de modernisation, seulement certains chars étaient équipés de camouflage le 22 juin, puisque ces derniers n'étaient pas encore jugés prioritaires. La délocalisation des usines et l'état général de la guerre nous fit encore moins passer le camouflage comme priorité absolue. Au contraire, les véhicules sortaient simplement des usines avec 1 voire 2 couches de 4BO. Les camouflages hivernaux étaient alors appliqués au bon vouloir des équipages, mais aussi des ressources disponibles. Il n'était donc pas rare de voir des brigades équipées de véhicules avec des camouflages hivernaux complètement différents. Afin de remédier à cette situation déconcertante, le département des forces blindées décida d'instaurer des règles sur la quantité, la forme et la couleur des camouflages. Si tout s'était bien passé, le char soviétique à la fin de l'année 1941 aurait dû être un char tricolore. Mais vous vous en doutez bien, tout ne s'est pas bien passé. Lorsque le comité de l'artillerie approuva l'adoption du trio 4BO, 6K et 7K pour les pièces d'artillerie, les usines s'occupant de peindre le matériel s'en mêlèrent les pinceaux et commencèrent à utiliser des motifs destinés aux canons d'artillerie sur des chars, comme les ADS-30 qui arborent fièrement les couleurs des canons divisionnaires. La couleur prédominante devait rester le vert, avec environ 50% de la surface recouverte. Les 50 autres pourcents étaient partagés entre le 6K et le 7K. Ce camouflage n'étant évidemment pas le plus propice à l'hiver, plusieurs motifs hivernaux furent mis en concurrence
commence à l'hiver 1941. De motifs bicolores simplistes aux motifs tricolores plus travaillés, le camouflage le plus prometteur était un camouflage bicolore quadrillé. S'il semble au premier abord assez simple, il est en fait le fruit d'un travail pointu, et répond à des critères bien spécifiques. Comme pour au final tous les camouflages, leur application ne se faisait pas au hasard. Il fallait quelques connaissances sur la façon optimale de briser les formes, car un mauvais camouflage pourrait vous porter préjudice. Au moins un tiers à un quart du véhicule devait rester vert, et la taille des carrés était particulièrement importante. De loin, les grilles s'estompent et font place à des carrés en partie de couleurs différentes en raison du grillage blanc. Tout cela à partir d'un camouflage bicolore. Ce type de camouflage fut utilisé à bon escient par certaines unités, notamment la première brigade de chars de la garde, dont les T-34 avec ce camouflage à gris sont particulièrement célèbres. Avec le retour des beaux jours revinrent les contraintes. Par exemple, les taches de couleur jaune et brune devaient obligatoirement être peintes sur les zones ombragées et peindre à l'aide de pochoirs était interdit. Une alternance entre les couleurs était aussi de mise. Le jaune devait régulièrement être remplacé par du brun et le brun par du jaune. Avant de commencer à peindre, il fallait passer à la craie les contours des futures couleurs, puis inscrire l'initiale de la couleur dans la zone voulue. Il convenait ensuite de diluer la peinture dans un mélange d'huile d'olive et d'essence, puis de peindre. Si les camouflages hivernaux ont été conservés durant toute la guerre, les camouflages estivaux furent quant à eux utilisés majoritairement sur les fronts plus boisés, comme le front de Volkov. Dès la reprise entre les mains de l'armée rouge de la guerre, les camouflages furent grossièrement abandonnés, au profit des marquages tactiques, moins coûteux en temps et en ressources. Cette pratique perdura durant la guerre froide et de nos jours, les quelques camouflages soviétiques et russes existants étant bien moins communs qu'un simple numéro tactique sur fond vert.